Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire enquêter sur le système agro-industriel. Je suis Alcyone Weimar, je suis la responsable de l'édition en français de GIGN, le réseau international de journalisme d'investigation. À mes côtés, l'équipe de GIGN Afrique, Aïssatou Fofana, qui va animer le chat, et Maxime Domény, qui va recueillir vos questions pour les relayer auprès de nos trois intervenants, les journalistes Inès Léraud, Nicolas Legendre et Robert Schmitt. Bonjour à tous les cinq. Tout d'abord, un mot sur le réseau international de journalisme d'investigation. GIGN partage en accès libre des ressources, des enquêtes et des opportunités en plusieurs langues pour faciliter et encourager le travail des journalistes d'investigation partout dans le monde. GIGN organise régulièrement des webinaires comme celui-ci. Alors parlons du sujet qui nous réunit aujourd'hui, le système agro-industriel, un poids lourd de l'économie qui a un impact majeur sur de nombreux secteurs, environnemental, alimentaire, sanitaire, social. Cela fait une matière riche pour des enquêtes d'intérêt public, mais on va le voir, ce terrain d'investigation n'est pas facile entre opacité, omerta, voire pression. Dans ce contexte et pour aider les journalistes désireux d'enquêter, GIGN a réuni 3 journalistes reconnus pour leurs enquêtes sur le sujet. Avant de leur donner la parole, je les présente brièvement tous les trois. Inès Léraud, vous êtes journaliste indépendante, membre du collectif Disclose, cofondatrice de Splan, le premier média d'enquête indépendant en Bretagne. Vous avez commencé à enquêter sur le phénomène des algues vertes en 2016 pour Radio France, enquête qui a donné lieu à une BD, Algues vertes, l'histoire interdite. Nicolas Legendre, vous avez longtemps été le correspondant en Bretagne du journal Le Monde et l'an dernier, vous avez reçu le prix Albert Londres pour votre livre enquête Silence dans les champs. Avec nous aujourd'hui également Robert Schmitt, vous êtes journaliste indépendant, cofondateur du collectif We Report et vous avez commencé à travailler sur l'enquête Water Stories en 2017, une enquête diffusée par Mediapart et Arte. Lors de ce webinaire, on va beaucoup parler de la Bretagne. Alors pour les journalistes africains qui sont en ligne avec nous, je précise que c'est l'une des régions les plus rurales de France et la plus à l'ouest sur la carte. Alors comment enquêter sur l'agro-industrie en Bretagne et ailleurs? On commence avec vous Inès, on vous écoute. Bonjour. Alors, je signale à tout le monde que mon ordinateur est un peu récalcitrant aujourd'hui. J'ai des problèmes. Voilà, donc Inès nous expliquait qu'elle avait des petits problèmes de connexion. Je pense qu'elle va essayer de se reconnecter. Mais sinon, peut-être qu'on peut rester en Bretagne et commencer avec vous, Nicolas Legendre. C'est possible. Possible. Super. Allons-y. Bonjour à tous. Donc, Nicolas Legendre, je suis journaliste indépendant basé en Bretagne. Je travaille sur des sujets principalement au long cours, d'enquête et de reportage, pour la presse, écrite pardon, et pour des livres. J'ai publié donc en 2023 un livre qui s'appelle Silence dans les champs. C'est une enquête sur le complexe agro-industriel breton. Donc, on est dans la première région agricole de France, l'un des tout premiers territoires agro-industriels d'Europe. Euh, c'est une enquête qui m'a demandé 2 ans à temps plein et qui s'est appuyée en fait sur les 5 années précédentes, pendant lesquelles, en tant que correspondant du Monde en Bretagne, j'ai travaillé en pointillé sur la question agricole et sur les questions agroalimentaires. Je vais vous parler de la façon dont j'ai géré, moi, le rapport aux sources dans mon travail. Ça n'a pas été toujours simple. D'abord, un rapide résumé de ce que contient l'enquête. J'avais 5 axes principaux dès le départ, en fait, de mon travail. Donc, c'est-à-dire au tout début de la période temps plein, au tout début des 2 ans pendant lesquels j'ai travaillé à temps plein sur le sujet. 5 axes principaux. Le premier, c'était la mise en place d'un fonctionnement oligarchique au sein du complexe agro-industriel breton, avec des gens qui bénéficient euh, à plein, à fond, du modèle agricole dominant, le productivisme, et des gens qui, à l'inverse, n'en bénéficient pas et qui seraient plutôt majoritaires ou en bénéficient moins. Deuxième axe, les rapports de force, voire la violence,
inhérentes à ce système et d'une certaine façon qui contribuent à faire perdurer ce système. Ensuite, la question de la fuite en avant économique avec l'endettement, notamment des paysans, et cetera, qui caractérise, ce système et qui, aussi explique, pourquoi, en partie, il est dans une impasse aujourd'hui. Ensuite, les stratégies d'influence qui ont été mises en œuvre pour que le système perdure. Et enfin, donc là, c'est le lobbying, la relation à l'État, et cetera. Et enfin, les soubassements idéologiques, les liens aussi avec la question religieuse, et cetera, qui ont permis, à ce que, ce modèle agricole devienne plus qu'un modèle agricole et quasiment une foi, en fait, une religion, au sens de religion. Voilà. L'un des points de départ de cette enquête, ça a été la question de la violence. J'avais des témoignages assez nombreux de diverses sources, qui me faisaient part, par exemple, de paysans qui me disaient, bah, voilà, moi, je me suis opposé d'une façon ou d'une autre au modèle agricole dominant. Par exemple, j'ai émis un avis critique lors d'une assemblée générale de coopérative agricole. J'ai dit qu'on pouvait faire avec moins de pesticides et qu'on pouvait s'organiser différemment et emprunter une autre voie. Je l'ai dit publiquement. J'ai critiqué, le, la voie, sacrée, on va dire, et dans la foulée, il m'est arrivé tout un tas de problèmes. Par exemple, difficulté d'accès au crédit, difficulté, pour, acquérir des terres, voire, menaces, intimidations, et cetera. J'ai, recueilli des témoignages de militants écologistes aussi qui sont opposés d'une façon ou d'une autre au système et à qui il est arrivé tout un tas de problèmes. Mon enquête, elle démarre en 2021 aussi, après que, Morgane Lage, une consoeur, journaliste, bretonne qui travaille beaucoup sur ces sujets, a eu, un certain nombre de problèmes, de démêlés. Elle a notamment eu, ses roues de voiture, qui ont été déboulonnées à 2 reprises, hem et l'on soupçonne fortement, que ces problèmes soient liés à ces enquêtes. Ma consoeur Inès Léraud, qui devait, s'exprimer avant moi, a aussi eu des problèmes avant moi, notamment des procès bâillons, suite à ces enquêtes sur l'agro-industrie en Bretagne. Voilà, donc mon enquête, elle démarre à ce moment-là. L'un de mes axes, c'est cette violence, c'est différentes formes de violence, de brutalité, et moi je vais recueillir comme ça, de très nombreux témoignages tout au long de ces mois, d'enquête, de paysans, de syndicalistes, de techniciens de coopératives, d'élus locaux, de ministres aussi. Et parmi ces témoignages, il y a beaucoup de gens qui me font part, de ce qu'ils ont pu subir, eux aussi, comme, forme de violence, après qu'ils se sont opposés ou qu'ils ont fait un pas de côté, par rapport au modèle agricole dominant. Et là, je me trouve face à un casse-tête, à la fois déontologique et méthodologique parce que, j'ai des témoignages, qui sont forts, qui sont, qui me sont, comment dire? Qui me sont donnés par des gens à qui j'ai toutes les raisons de faire confiance. Mais en même temps, dans bien des cas, ces témoignages, ils sont difficiles à étayer. Hem, il y a prescription parce que parfois c'est des faits qui ont 20, 30, ou même 40 ans. Ils sont difficiles à étayer parce que comment tu vas prouver qu'il y a 10 ans, quelqu'un a mis des antibiotiques dans ton tank à lait, dans ta réserve de lait, pour, te punir de ton appartenance syndicale, ou je ne sais quoi. C'est extrêmement difficile. Bien souvent, il y a pas de dans les faits qui m'ont été rapportés, dans un certain nombre de cas, il y a pas eu non plus de démarche, judiciaire. Il y a pas eu de plainte parce que les gens ont peur, parce qu'ils craignent que ça empire les choses, parce qu'ils pensent que finalement, dans certains cas, c'est la normalité, c'est comme ça. Hem, donc je me retrouve face à tous ces témoignages qui sont difficiles à étayer. Il faut aussi vérifier la crédibilité des sources. J'ai dans le lot des sources, qui veulent conserver leur anonymat, donc il m'est difficile aussi, d'aller solliciter du contradictoire. Par exemple, si un tel me dit qu'il lui est arrivé avec tel problème avec sa coopérative, mais qui veut rester totalement anonyme, je peux pas aller voir la coopérative et leur dire: «Bon alors, j'ai un tel qui me dit, qu'il lui est arrivé ça, quelle est votre version des faits?» Parce que si je vais voir la coopérative, bah, je grille ma source. Hem et donc je me retrouve avec cette masse, assez compliquée à gérer. Sur les 300 témoignages que j'ai recueillis, j'ai une cinquantaine de témoignages spécifiquement, qui concernent spécifiquement, ces questions de violence sous diverses formes. Et bah, là, je me suis beaucoup arraché les cheveux. J'en ai parlé à pas mal
à quelques confrères, consoeurs aussi, et notamment à la rédaction du Monde, pour savoir mais comment je fais avec ça, en fait. Et donc, j'ai trouvé des solutions. J'ai, comment dire, appris en faisant. Il n'y a pas forcément de méthode. Euh, et ça a été, comment dire, ma démarche, ça a consisté d'une part à vérifier tout ce qui pouvait l'être, donc les dates, les lieux, etc., même quand ça avait 10 ans, 15 ans, 20 ans, tout ce qui pouvait être vérifié en tout cas, pour essayer de border au maximum ces informations, ces témoignages. Ça a été parfois d'interroger des proches aussi du témoin pour recouper, pour un peu sentir la chose, pour essayer comment dire, éventuellement de détecter des choses qui seraient problématiques dans le témoignage pour, dans certains cas, l'évacuer. Ça a été interroger des avocats, s'il y avait des avocats, voilà. Donc, ça m'a permis d'évacuer des témoignages que je considérais comme farfelus ou pas assez solides. Et donc, j'ai gardé que ce qui me semblait solide autant que possible. Et puis ensuite, ce que j'ai décidé de faire, c'est de considérer cette accumulation de témoignages comme une information en soi. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas forcément chacun de leur côté valeur de preuve, mais qu'ils avaient au minimum valeur d'alerte. Et, et en la matière, je me suis inspiré de ce qui se fait dans certaines enquêtes sur les violences commises contre les femmes, notamment, où dans certains cas, on a des prescriptions, etc. Mais on a comment dire, des témoignages nombreux qui, au minimum, ont valeur d'alerte. Et enfin, sur la question du contradictoire, et après, je vais laisser la parole à Robert ou à Inès, parce que je crois que mon temps est bientôt échu. N'est-ce pas, Alcyone? On peut encore t'écouter quelques minutes si tu peux finir ta démonstration. Ok. Enfin, sur la question du contradictoire, je me retrouvais toujours face à cette difficulté qui était, voilà, j'ai cette masse de témoignages de gens qui me disent qu'ils sont victimes d'une façon ou d'une autre de procédés propres à l'écosystème agro-industriel. Mais qui est-ce que je vais voir? Parce que bien souvent, c'est ce que j'ai appelé les ombres en fait dans mon livre, il est difficile d'identifier qui a commis ces violences, pourquoi exactement, étant donné ce que je disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas forcément de démarche judiciaire, que dans un certain nombre de cas on manque de preuves, etc. Qui on va voir? Qui est-ce qu'on met face à ces faits? Et donc là, moi, comment dire, ma politique, ça a été à la toute fin de l'enquête de, comment dire, de regrouper et de résumer, de synthétiser les différentes formes de violence qui m'ont été rapportées par des paysans, etc. J'ai fait un long document que j'ai transmis aux principales entités représentatives, si on peut dire, de l'agro-industrie en Bretagne, et ou aux principaux acteurs économiques, qui sont les principaux acteurs tout court de l'agro-industrie en Bretagne, donc à savoir la FRSEA, qui est l'antenne régionale du syndicat majoritaire, la FNSEA, le Crédit Agricole, qui est le financeur, qui est la machine à cash de l'agro-industrie depuis des décennies en France et en Bretagne, et la fédération qui représente les coopératives au niveau régional. Voilà. Seul le Crédit Agricole m'a répondu, pour l'anecdote. Merci Nicolas. N'hésitez pas si vous avez des questions, il y a déjà des questions qui apparaissent dans le chat. Il y aura une session donc, de questions-réponses après les différentes interventions. Mais donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour avoir davantage de conseils, de précisions sur les méthodes menées par les journalistes. On va essayer de rester en Bretagne avec Inès. Vous m'entendez? Oui. Bon, ça sera sans caméra, je suis désolée. Donc, je m'appelle Inès Léraud, je suis journaliste indépendante. Et
Je me suis installée de mon côté en 2015, donc il y a bientôt 10 ans, en Centre-Bretagne. Donc pour le rappeler, c'est une région de l'ouest de la France où l'industrie agricole est omniprésente. Et j'avais pour objectif d'enquêter sur l'agriculture intensive et l'agroalimentaire là-bas. Et mon angle d'enquête était particulièrement la santé publique, donc les pesticides et les algues vertes, qui sont des algues qui prolifèrent sur le littoral breton, qui sont dues aux excès d'engrais et d'éjection animale dans les fermes, et des algues qui pourrissent et qui peuvent tuer en quelques secondes ou en quelques minutes, enfin, qui sont très, très agressives, très irritantes. Enfin, le gaz qu'elles dégagent. Et je suis toujours en fait actuellement en Bretagne, et de m'installer en fait sur un terrain d'enquête chaud, sensible, m'a appris des choses très importantes, il me semble, et, euh, et, et contraire, je crois, à beaucoup de choses qu'on apprend en école de journalisme. Et je voulais vous en faire part. Une des premières choses, c'est que en fait, moi, je suis partie là-bas en tant que journaliste indépendante. Je ne savais pas trop pour qui j'allais travailler. Et en fait, une émission pour laquelle je travaillais avant de partir en Bretagne, j'habitais alors Paris avant, qui s'appelle l'émission Les Pieds sur Terre sur Radio France, a finalement accepté. Au début, elle n'était pas très intéressée, puis elle a finalement accepté de diffuser mon enquête, un épisode de mon enquête, une fois par mois. Et voilà, ça m'était imposé comme rythme. Mon enquête donc a duré 3 ans en radio. Il y a eu plus de 20 épisodes. Ça s'appelait Journal breton, la fabrique du silence. Et l'idée, c'était d'enquêter sur les censures, les pressions et les menaces en Bretagne qui font que les gens, les habitants, les élus n'osent pas parler publiquement. Ils n'osent pas parler publiquement, notamment des atteintes à l'environnement et à la santé. Et bien sûr aussi les agriculteurs, les salariés agricoles, les salariés des abattoirs, enfin, et tout un tas de gens jusque dans les lycées et l'enseignement agricole. Et ce rythme de diffuser un épisode par mois me faisait très peur au début, parce que je craignais de divulguer mes informations au fur et à mesure de mon enquête. J'avais peur que ça me fragilise, moi, sur mon terrain, loin de ma rédaction. Et en fait, ça a été une première découverte, c'est que finalement, ces diffusions régulières m'ont permis de fédérer les habitants autour de mon travail. Et au fur et à mesure du temps, j'ai eu de plus en plus de sources. Donc en fait, de ne pas garder toutes les infos pour moi et de les sortir d'un coup, de les égrener vraiment, ça a été favorable finalement à mon enquête. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que étant sur un terrain très sensible où les gens avaient vraiment peur de perdre leur travail s'ils parlaient, c'était la principale peur, je me suis vraiment sentie obligée moralement de faire relire tous mes articles ou de faire réécouter mes émissions de radio avant de publier. De faire relire et réécouter aux témoins qui avaient pris des risques pour me parler. Pour qu'ils vérifient que je les avais bien anonymisés, pour qu'ils vérifient que j'avais bien compris tout ce qu'ils avaient dit. Et finalement, en fait, au bout d'un moment, alors qu'au départ, c'était vraiment une contrainte morale, j'ai trouvé cette façon de faire très fructueuse. Et je continue de l'appliquer maintenant à chaque fois dans mon travail. Je fais réécouter à tous les témoins qui m'ont parlé et qui n'ont pas de poste de pouvoir, ou bien s'ils ont des postes de pouvoir, qui ont pris des risques pour me parler. Et en fait, alors que ça, on enseigne le contraire dans les écoles de journalisme, j'ai découvert qu'en fait, jamais ils ne m'ont censuré. Au contraire, ils me permettent d'approfondir mon enquête. Souvent, ça leur arrive à la relecture d'apporter des nouveaux éléments qu'ils avaient oublié de mentionner dans notre entretien. Ça me permet d'être plus précise. Et puis, ça me permet de nouer une forme de partenariat. Alors, j'ai l'impression qu'on a perdu le son avec Inès. J'en profite pour répondre à une question. Pourrons-nous retrouver ce webinaire sur YouTube? Oui, ce sera mis en ligne dès demain et on l'enverra dans le mail post-webinaire à tous les participants. Inès, est-ce que vous êtes à nouveau avec nous?
Eh bien, on fera ça en 2 fois, pour l'intervention d'Inès. Je propose qu'on parte, alors du coup, pas en Bretagne, à l'opposé de la France, si j'ose dire, tout à l'est, avec, vous, Robert Schmitt. Bonjour, bonjour à tous. Donc voilà, je m'appelle Robert Schmidt, je suis journaliste basé à Strasbourg. Je vais surtout parler de la question de l'argent qui venait aussi dans le chat, et qui est important, comment financer ce type d'enquête. Euh, déjà, juste en quelques mots, voilà, donc j'ai fait partie de We Report. C'est un collectif de journalistes, comme on voit ici, on s'entend bien. On est des journalistes de plusieurs nationalités différentes, regroupés dans une association lyonnaise. Donc on a des Français dedans, des Italiens, des Suisses et des Franco-Allemands, et un Allemand, c'est moi. Et on travaille ensemble sur différents sujets depuis à peu près 10 ans déjà. Ça, c'est notre site wereport.fr. Et on a pas mal de partenaires comme Mediapart, Disclose, euh, RFI, différents médias. Il y a des grands sujets. C'était la pédophilie dans l'Église catholique, des dérives dans des crèches, Interpol. J'ai co-écrit un livre sur Interpol avec Mathieu Martinière. Il y avait un film sur Arte aussi, 90 minutes sur Interpol. Donc on a fait des enquêtes vraiment de plusieurs mois, voire plusieurs années, dont le projet Water Stories n'est qu'un exemple parmi d'autres, hein, mais qui est intéressant pour voir justement comment travailler ensemble et comment aussi financer ces enquêtes. Donc, c'est une enquête avec Arte, Mediapart, des médias allemands, suisses et autres, sur l'industrie de l'eau en bouteille, et qui a commencé comme souvent euh, avec un lanceur d'alerte qui m'a envoyé un mail en 2017. Pour répondre aussi à l'autre question de confiance, c'est une personne, voilà, qui a lu une enquête que j'avais faite sur Total, et qui m'a alerté par rapport à un sujet qui était inconnu à l'époque. C'est le fait que Nestlé m'a privatisé la ressource en eau potable à Vittel, et qu'il y avait un conflit d'usage dans cette ville de Vittel, qui est devenue un peu plus tard connue un peu partout. Cette personne m'a aussi fourni pas mal des documents confidentiels qui m'ont permis à établir déjà un premier lien entre ces prélèvements de Nestlé, ces financements aussi à la société civile, à la politique, etc. euh, et le problème donc manque en eau potable. Donc ça, c'était déjà un bon petit début. Voilà, il y avait des journées de terrain, etc. Donc j'ai travaillé là-dessus. Et sur place, on m'a déjà alerté d'un autre cas. C'est la marque de Volvic, une marque de Danone. Je vais peut-être bouger ça comme ça. Ah oui, on ne voit pas tout. Peut-être comme ça. Euh, donc, euh, donc, il y a la marque de Volvic de Danone qui pose le même problème, c'est-à-dire on a une multinationale qui prélève de l'eau en bouteille, et qui, dans le prélèvement, rentre en conflit avec des usagers locaux. Donc on a travaillé déjà avec un deuxième collègue sur ce cas-là, et ensuite on a décidé d'élargir euh, sur d'autres cas, c'est-à-dire notamment sur Alma, qui est un grand groupe de minerais en France, sur Perrier aussi. Donc on a travaillé sur d'autres cas un peu similaires, souvent des grandes marques, souvent aussi des multinationales, comme Coca-Cola aussi, c'est un cas en Allemagne, une marque allemande. Et mes collègues ont travaillé aussi en Guadeloupe, sur Veolia, et sur l'eau potable, pas l'eau en bouteille. Et sur cette enquête, on a eu pas mal d'impact, notamment sur la marque de Vittel, qui a disparu des rayons d'abord suisses, et ensuite des rayons allemands et autrichiens. C'est
des dizaines, voire des centaines de millions d'euros de pertes pour Nestlé, qui était vraiment sous pression. On a diffusé un reportage à la télévision allemande et on a recoupé qu'il y avait une chute des ventes des 40% pour le vente en Allemagne suite à un boycott qui a été fait par une ONG suite à la diffusion du premier reportage qu'on a fait à la télévision allemande. Donc on a vu vraiment un vrai impact de la mobilisation de la société civile et voilà, qu'on a soutenu avec nos publications, avec les informations qu'on a recoupées. Donc, c'était vraiment très satisfaisant aussi d'avoir un vrai impact. C'est pas le cas pour Volvic ni pour Perrier d'ailleurs, où on n'est pas allé aussi loin et où voilà, il n'y avait pas la même réaction. Mais Nestlé a fortement réagi par rapport à Vittel. C'est une marque qui devrait disparaître aussi dans quelques années. C'est une marque qui est vraiment en train de se casser la figure parce que c'est trop flagrant. Vous avez certainement suivi aussi la révélation des confrères sur voilà, les bactéries fécales dans l'eau. Il y avait d'autres révélations sur les conditions sanitaires. Donc, c'est vraiment voilà, un sujet un peu tentaculaire avec des révélations des confrères qui ont enchaîné, mais très satisfaisant pour l'ensemble de l'équipe et pour aussi, ça a permis à ouvrir pas mal de portes et aussi des personnes qui nous en parlaient, comme un lanceur d'alerte qui a contacté mon collègue Mathieu pour des dérives en Normandie. Euh, donc, et tout ça, ça nous a permis en fait à toquer pas mal de portes. Là, j'ai mis, c'est pas l'ensemble des médias qui ont collaboré à cette enquête, mais une grande source de revenus pour cette enquête de plusieurs années, pas en temps plein, mais c'est effectivement le média, donc Arte, 52 minutes, film qui s'appelle ASEC, qui se trouve, je crois, sur YouTube encore, un dossier sur Mediapart, 2 articles dans Die Zeit, c'est le premier hebdomadaire allemand, des articles sur Mediacité, euh, plusieurs pages dans Libé, un sujet dans Revue dessinée, voilà d'autres médias. Le dernier en date, c'est Envoyé spécial, auquel Mathieu a collaboré comme auteur. Et le Poulpe, c'est un Mediapart au niveau local. Donc, on a eu plusieurs partenaires. Donc, ça, c'est une source importante de revenus pour cette enquête. Euh, donc, on a plusieurs supports, plusieurs langues et plusieurs déclinaisons, plusieurs volets. Donc, c'est ce qui a permis d'avoir une bonne base. Et pour faire le terrain, pouvoir assurer le frais, qui sont souvent pas malheureusement couverts par la rédaction, on a fait recours à plusieurs bourses c'était notre première collaboration avec Journalism Fund. C'est une ONG bruxelloise qui a plusieurs sources de revenus et qui nous a financé voilà, un peu d'argent des poches, faut le dire comme il est, pas beaucoup d'argent par journaliste. Avec 8 journalistes, c'était pas beaucoup par personne, mais c'était surtout pour payer tout le frais des déplacements, payer tout le frais autour du projet. Et c'était complété par Netzwerk Recherche, qui est un peu l'équivalent euh, de ouais, ces journalistes comme le JIGN en Allemagne. Donc, ils ont financé aussi une partie. Et on a aussi fait de l'éducation aux médias autour du sujet, bon, comme on fait voilà, l'éducation aux médias d'une manière générale sur pas mal de sujets. C'est vraiment un pilier pour notre collectif. C'est un bon financement pour les enquêtes parce que, voilà, comme vous le savez, voilà, le journalisme est mal payé et on a besoin de diversification. Euh, Peut-être en quelques mots, voilà nos outils de travail pour ceux qui s'intéressent à ça. Euh, Entre-temps, on a un peu changé. J'imagine, voilà, la plupart de vous connaissent ces outils. On a travaillé avec Dropbox
qu'on n'utilise plus maintenant. C'était trop, en fait, trop, bah, pas adapté finalement parce que quand on travaille à plusieurs sur un seul document, voilà, Dropbox n'est pas adapté parce que ça ne se met pas forcément à jour. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment retiré de notre collectif. Pareil, avec Slack, c'est quelque chose qui n'est pas, qui n'a pas trop fonctionné. Finalement, faut le dire comme il est, Google Drive, ça reste le meilleur outil de partage. euh, euh, qui peut remplacer des outils comme Dropbox, Slack, aussi Framapad. Donc, ça, c'est quelque chose qui marche. Parmi tous ces outils, ce qui est resté, c'est vraiment Google Drive, ProtonMail ou des messageries cryptées, voilà, différents. Donc, on travaille surtout avec Signal et ProtonMail et Google Drive. Ça, c'est vraiment ce qui est resté. Donc, on a testé pas mal d'outils et finalement, avoir moins d'outils et plus, voilà, plus facile d'accès, euh, c'est, c'est un des learnings, si on veut, de ce projet. Euh, donc, voilà. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, moi, j'étais pas menacé, j'ai pas eu ce genre de problème comme mes deux confrères. On n'a pas eu ce type de problème. On avait juste eu droit, voilà, à un peu des communiqués de presse ou réponses un peu diffamatoires de la part des multinationales. Mais sinon, on est resté vraiment tranquille par rapport à ce qu'on peut avoir ailleurs. Donc, on est très content. Mais je pense qu'il faut se dire aussi, nous, on n'a pas, en fait, on n'a pas force. On a choisi aussi ce sujet par nécessité ou par nécessité économique parce que moi, à titre personnel, je dois dire, je choisis aussi ce sujet pas seulement parce que ça m'intéresse et parce que je trouve qu'il y a une injustice, mais c'est vrai, choisir des grandes entreprises, des multinationales, ça garantit aussi de pouvoir le vendre derrière. Donc c'est vrai, on est malheureusement en tant que pigiste dans cette logique-là, voilà, on doit se dire, voilà, dès le début, est-ce que c'est un sujet qui n'est pas seulement intéressant ou passionnant, mais est-ce que c'est un sujet qui est vendeur, qui permet d'avoir des bourses, qui permet d'avoir des grands médias. Donc, c'est toujours un peu un équilibre à trouver, voilà. Mais heureusement, jusqu'à maintenant, on a réussi à trouver des sujets intéressants, nécessaires peut-être aussi, euh, mais qui se vendent malheureusement. C'est, c'est ça, c'est la réalité un peu voilà, du terrain. Et voilà, je sais pas dire quoi d'autre. Merci Euh, Robert, merci. Bah, je pense que en fait, vous pouvez toujours poser vos questions dans la partie de chat. On y reviendra. Peut-être qu'on peut retourner avec Inès pour qu'elle puisse finir sa présentation. Oui, alors, je suis désolée, si jamais ça recoupe, j'ai écrit mon texte, donc je vous l'enverrai, ce sera plus simple. Et peut-être que je ne sais pas si ça marche si on coupe nos caméras. Je suis désolée peut-être on peut essayer ça. Mais j'essaie de continuer. Je vous disais que j'avais du coup appris à faire relire à mes témoins. Je ne sais pas si vous aviez entendu cette partie. Oui, oui, on avait entendu ça. Ouais. Je me disais que ça me permettait d'être plus précise et aussi ça me permettait de nouer des formes de partenariat avec mes témoins sur un terrain d'enquête sensible. Et en fait, de construire comme ça des relations vraiment de confiance avec les témoins, bah, j'ai pu voir l'intérêt que ça avait par la suite. Parce que dans des situations de campagne de dénigrement des industriels au moment de la parution de mes enquêtes, ou de procès en diffamation, ben c'est ces témoins, en fait, ces habitants qui m'ont soutenu plus que les rédactions avec lesquelles je travaillais. Ça, je vais y revenir un petit peu plus tard. En fait, vivre aussi sur un terrain d'enquête en zone rurale, loin des grandes villes, loin des rédactions, ben, ça m'a appris peu à peu à sortir
la concurrence que les rédactions en général entretiennent. Et j'ai un peu par nécessité, j'ai dû nouer des collaborations avec des journalistes locaux ou avec des chercheurs et partager toutes mes données avec eux, mes analyses, leur transmettre parfois des sujets quand j'avais l'impression qu'ils pouvaient mieux les traiter que moi et vice-versa. Des fois, en fait, dans ces relations-là, les journalistes de la presse régionale m'ont dit, là, nous, au sein de notre rédaction, elle est trop liée à tel industriel, à cause des encarts publicitaires qu'il publie dans nos pages. On ne va pas pouvoir enquêter sur lui parce que sinon, on va perdre une source de revenus importante. Donc, est-ce que toi, tu pourrais traiter ce sujet? Parce que nous, on ne peut pas. Cette enquête sur un industriel. Et de partager, de sortir vraiment de la concurrence et de partager comme ça tout avec d'autres journalistes, ça m'a permis d'aller plus loin dans mes enquêtes. Ça m'a permis de mieux cerner mon terrain parce que eux, ils étaient sur place et le connaissaient mieux que moi, ils savaient beaucoup plus de choses que moi. Ça m'a permis aussi de comprendre quelle place occupaient les médias régionaux sur le territoire, et notamment leur lien avec les activités industrielles, l'argent qu'ils recevaient, notamment via les publicités. Et puis, ça m'a permis de découvrir des nouveaux matériaux d'enquête auxquels je n'avais pas du tout pensé. Par exemple, les archives des radios locales, qui regorgent d'informations intéressantes, peu exploitées, parce qu'il faut se rendre dans les radios pour y avoir accès, elles ne sont pas en ligne. Et avec des chercheurs, historiens, j'ai découvert la ressource que sont les archives départementales. En tant que journaliste, on y pense peu à aller dans les archives départementales, et pourtant, il y a des informations vraiment passionnantes. Là, j'ai fait écrit une nouvelle bande dessinée d'enquête sur l'histoire agricole en Bretagne, l'histoire du remembrement, qui paraît le 20 novembre et qui s'appuie essentiellement sur des archives départementales. Et puis, cette enquête m'a appris à développer un grand respect pour les associations locales, qui sont souvent méprisées en fait par les rédactions. On se dit, ouais, il ne faut pas trop montrer que tu es en lien avec cette association et tout ça. On les met peu en avant dans nos travaux, alors qu'en fait, elles font souvent un travail bénévole et essentiel et très utile aux journalistes. Et en plus, les côtoyer peut nous apprendre à nous journalistes beaucoup de choses. Par exemple, moi, c'est en fréquentant assidûment une association qui s'appelle Henri Pézra Travail Santé Environnement. Henri Pézra, c'est le nom du lanceur d'alerte sur l'amiante, que je me suis formée de façon pointue aux questions scientifiques de santé publique et santé environnementale. Cette formation, j'aurais jamais pu l'avoir sans cette association. Et puis, c'est en fréquentant une association environnementale en Bretagne qui s'appelle Eau et Rivières de Bretagne que j'ai appris à faire des recours auprès de la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA. Et cette CADA, elle est hyper utile en tant que journaliste parce qu'elle permet de recevoir des documents qui devraient être publics, mais que l'administration française refuse de rendre accessibles. Et mes difficultés à trouver des médias intéressés sur le long terme par mes enquêtes, parce qu'ils étaient intéressés par les actualités, mais pas les enquêtes en profondeur, m'ont amené à multiplier les supports de diffusion. Donc, quand la radio m'a dit « Bon, ça va, t'as fait assez d'enquêtes pour nous sur ce sujet, on arrête de t'en prendre », j'ai pu proposer des sujets à une revue en bande dessinée qui s'appelle la Revue Dessinée et qui publie des articles de BD, quoi. Et à partir de là, à partir de cet article, j'ai pu trouver un éditeur pour publier un album de bande dessinée sur le sujet des algues vertes. Ça s'appelle Algues vertes, l'histoire interdite, et ça a été publié en 2019. Et ensuite, cette BD a été adaptée au cinéma. Multiplier les supports, en fait, ça donne énormément de force et d'impact à une enquête. C'est vraiment, je le recommande, quoi, d'essayer de persister, de tenter cette piste de multiplier les supports. En plus, ça permet de ne pas réenquêter à chaque fois, mais simplement d'adapter son enquête à un nouveau support. Dans ce type d'adaptation, je vous conseille de vraiment, parce que moi, j'avais déjà eu le conseil et je ne l'avais pas fait, de faire relire ces contrats par un avocat.
je m'étais dit, ouais, c'est bon, je vais lire et puis je vais comprendre. Et en fait, le diable se cache vraiment dans les détails. Et même en lisant attentivement un contrat d'édition ou un contrat avec une société de production, quand on n'est pas juriste, beaucoup de détails nous échappent et il faut vraiment, on perd un peu d'argent avec un avocat, mais en fait, on en gagne par ailleurs. Et puis, si votre travail est adapté en BD et aussi en film, je vous conseille vraiment, c'est très important. Moi, j'ai mis 1 an à le réaliser, mais du coup, je regrette pas maintenant. Je vous conseille vraiment de demander à être co-scénariste parce qu'on vous propose souvent d'être seulement consultant ou expert, mais en fait, vous perdez le droit de regard sur l'œuvre qui va être créée et vous perdez les droits d'auteur sur l'œuvre qui va être créée. Et pour continuer à vivre de son métier, c'est bien d'être associé aux droits d'auteur qui vont être générés. Du côté des menaces, j'ai reçu des plaintes en diffamation sur certains de mes travaux, 3 au total. Je viens de recevoir la 3e plainte hier matin. Ça, les plaintes en diffamation, c'est une des épreuves les plus difficiles. Parce que quand on est pigiste, on perd beaucoup de temps à se défendre. Et pendant ce temps-là, on travaille moins et on a moins de revenus. Donc, c'est compliqué. Et moi, j'ai pris la décision maintenant de travailler en tandem, de travailler donc au moins avec une ou d'autres journalistes sur une enquête, puisque ça rend ce genre de moment plus facile à affronter. Je recommande aussi de bien faire relire ces investigations, même celles qui semblent les plus anodines, par un avocat ou une avocate spécialisée en droit de la presse avant publication, afin qu'il identifie ou qu'elle identifie les faiblesses du papier. Il faut demander à l'avocate de bien distinguer les types de risques. Par exemple, il y a des endroits dans le papier où si on est attaqué en diffamation, on a trop peu d'éléments pour être sûr de gagner. Et ces éléments-là, en général, ces endroits-là, il faut les supprimer. Alors qu'il y a des endroits, en fait, qui sont un peu offensifs, qui ont beaucoup de chances de recevoir une plainte en diffamation, mais pour lesquels on a beaucoup de chances de gagner parce qu'on a beaucoup d'éléments. Et ces endroits, c'est quand même important de les garder, quoi. L'autre moment difficile, ça a été les menaces sur mes témoins. Donc, plusieurs ont reçu des menaces de mort, comme la journaliste Morgane Large, qui avait témoigné dans mes travaux, notamment mes travaux radio. Sa roue de voiture a été déboulonnée 3 fois entre 2018 et 2023. Et elle a failli perdre sa roue de voiture au volant. C'était clairement une tentative d'homicide. Lorsque nous avons reçu ces menaces physiques et ces plaintes en diffamation, avec Morgane Large, donc ma consoeur de la presse locale, on en a parlé à nos témoins, à des gens dont on savait qu'on avait créé des rapports de confiance avec eux. Et c'est dans cette situation que je me suis aperçue que c'était vraiment important ces rapports de confiance parce que les rédactions pour lesquelles je travaillais, elles ont préféré taire ces pressions, elles ont voulu les garder secrètes, elles avaient peur que ça décrédibilise notre travail, etc. Alors que les habitants, les témoins, eux, ils ont décidé de former un collectif de soutien. Ils ont décidé avec notre accord, de rendre publiques ces pressions par une lettre ouverte publiée dans le journal Libération en 2020. Et cette lettre ouverte nous a finalement apporté beaucoup de soutien, de la notoriété, et ça, c'était important, en fait, pour se défendre. Face à cet élan, les 2 industriels qui m'attaquaient à l'époque en diffamation ont retiré leur plainte. Et de rendre publiques ces pressions, ça a aussi abouti à la création d'un média d'investigation en Bretagne, un projet qui a été porté par des dizaines de journalistes de la presse régionale. Et ce média d'investigation, il s'appelle Splan, et il a pour but de mener des enquêtes au long cours sur les sujets trop peu investigués en Bretagne. Il reçoit aujourd'hui beaucoup de dons citoyens. Il a 3 ans et demi d'existence et 5 salariés. Et ma consoeur de la presse locale, Morgane Large, y mène actuellement avec 2 autres enquêtrices une investigation au long cours sur l'extraction minière en Bretagne, ce que ne lui permettait pas son média local. Voilà, on est allé au bout, vous êtes toujours là? Oui, merci beaucoup Inès, cette fois, pas de coupure, donc c'était super. Merci beaucoup. Maxime, je crois qu'on a pas mal de questions pour les intervenants. Oui, merci beaucoup. Oui, effectivement,
Nous avons quelques questions. Il y a une question pour Nicolas, par exemple. Donc, il y a un des participants qui veut savoir quelle a été la teneur de discussion avec le Crédit Agricole. Ce que je vais faire, je vais peut-être lire quelques questions qui étaient destinées à Nicolas. Et J'ai puis, répondu à certaines. ah, ok, ouais, c'est ça. J'ai vu dans le chat. Oui, mais tout le monde ne les a pas forcément vus, donc je pense que Vu, c'est ça. Oui. Ouais. Et donc, est-ce qu'il y a, voilà, donc ça, c'est la première question. Est-ce qu'il y a quelle a été la teneur des discussions avec le Crédit Agricole? Et puis, est-ce qu'un livre avec autant d'impact suscite de nouveaux témoignages et de nouvelles matières pour de nouvelles investigations, par exemple? Ça, c'était une autre question. Euh, et puis, il y a une autre question d'un participant. Comment faire en sorte que les sources acceptent de témoigner pour des projets au long cours, dont vous n'avez pas forcément une date pour la publication ou la diffusion? Bon, sur la question Alors, du pour ce qui est financement, du... je pense qu'on Merci, va Maxime. s'arrêter Pour ce qui est aux trois premières du... questions Vous et puis m'entendez on toujours? revient. Allô? 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 que cette... Est-ce que c'est moi que vous entendez pas ou c'est Nicolas? Non, là, je pense que Nicolas, c'est bon, mais il y avait un petit... Pour ce qui est du Ok. Crédit Agricole, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, on m'a envoyé une longue liste de faits, d'éléments, de questions. Et la teneur des échanges a été assez simple et c'est rapide à expliquer, hein. J'ai reçu un message d'un directeur régional, je suis en train de regarder ça, que j'ai publié in extenso à la fin du bouquin, et qui me fait une réponse convenue, en disant que le Crédit Agricole accompagne toutes les agricultures, etc. Nous encourageons l'évolution des pratiques, etc. Notre conviction profonde est donc que les propos que vous rapportez sont à nuancer et ne reflètent pas la réalité de l'engagement du Crédit Service de l'agriculture bretonne et de la Bretagne. Et puis, il y avait aussi une petite phrase, mais que j'ai enlevée parce que je ne trouvais pas ça forcément pertinent à cet endroit-là, mais a posteriori, je me dis que j'aurais dû la laisser, en fait. Petite phrase qui était, en substance, nous nous réservons le droit de vous attaquer si besoin, si nous considérons que c'est nécessaire. Pour la question des nouveaux témoignages, oui, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux témoignages, et ça fait écho à ce que disait Inès tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un article, et je pense que Robert a dû vivre la même chose, un article publié amène d'autres sources et donc d'autres sujets potentiels à creuser. De mon côté, le livre est sorti depuis 1 an et demi maintenant, et j'ai dû... Alors, je suis pas capable de compter le nombre de messages que j'ai reçus, mais sans doute entre 500 et 1000. Et dans le lot, il y a énormément effectivement de gens qui apportent des témoignages et de gens que depuis je suis allé, que j'ai contactés, et dont j'utiliserai peut-être le témoignage dans de futurs travaux. Le ronde, de conférences publiques, etc. Où systématiquement, j'ai le réflexe de prendre des numéros de téléphone quand je juge que ça peut être intéressant. Vous m'entendez toujours, oui? Oui. Ok, très bien. Et alors, dernière chose sur la question de l'acceptation des sources. Moi, j'ai essayé d'être le plus transparent possible avec mes sources dès le départ, dès le début de l'enquête. C'est-à-dire, je leur ai dit, voilà sur quoi je travaille. Les cinq axes dont je vous ai parlé tout à l'heure, je leur ai donné à peu près ces 5 axes, même si parfois ça pouvait me valoir des vents, c'est-à-dire que ça a découragé certaines personnes, effectivement, parce que voilà, j'avais un point de vue dès le départ. C'est une enquête qui est engagée, qui est pas euh, qui est engagée, oui, je pense que c'est un mot. C'est Et je leur disais aussi que je ne savais pas si j'allais utiliser leur témoignage in fine. Si oui, je ne savais pas comment j'allais l'utiliser. Il était possible que je ne l'utilise pas et je ne savais pas non plus quelle serait exactement la forme finale de mon travail, ni quand est-ce que ça paraîtrait. Voilà, donc moi, comment dire, mon approche, ça a été d'être transparent à ce sujet. Je pense que c'est de toute façon la meilleure stratégie à adopter en ce qui nous concerne. Ok, merci beaucoup, Nicolas. J'ai quelques questions aussi pour Robert. Par exemple, quel a été le point de départ de l'enquête sur Vitel, et puis comment réussir à identifier des bourses pertinentes pour des enquêtes au long cours?
le point de départ, je l'avais montré dans la présentation PowerPoint. Je regarde là. Ah non, j'ai fermé malheureusement. Où est-ce que j'ai ça? Ah, ah. En fait, c'était un lanceur d'alerte pour Vitel qui a envoyé ces documents. C'était quoi la deuxième question? Pardon. Donc, la deuxième question, c'est comment identifier les bourses, en fait, pour Oui, les financer bourses. Donc, ouais, ces en genres fait, d'enquêtes. il y a deux grandes bourses. C'est Journalism Fund et IJ for EU. Donc, après, j'espère que je ne vais pas regretter, mais euh, les enquêtes sur l'environnement sont moins compétitives. Il y a moins de gens qui travaillent sur l'environnement, c'est-à-dire la bourse environnement de Journalism Fund est moins, il y a moins de concurrence. Donc, d'un point de vue strictement financier, ça peut être intéressant au moins de réfléchir sur un sujet sur l'environnement où il y avait par exemple une autre bourse, c'était sur l'esclavage moderne. Donc, on a regardé, voilà, il y a cette bourse et on a des fois aussi construit le sujet en fonction de la bourse. Donc, ça, c'est quelque chose, il faut regarder sur ces deux sites, donc IJ4U et Journalism Fund, et il faut voir qu'est-ce qui pourrait coller. Et voilà, vu que certaines bourses ont des critères moins stricts, par exemple, il y a une bourse transfrontalière de Journalism Fund, il y a plus de concurrence. Donc voilà, plus que le sujet est restreint, voilà, moins qu'il y a des concurrents et plus qu'il y a des chances que le sujet soit validé parce qu'il faut quand même faire une pré-enquête, faut présenter quelque chose. Donc c'est un certain investissement, donc il faut réfléchir quand même avant. Voilà, pour quelle bourse postuler, il faut se dire, voilà, c'est quand même des confrères de plusieurs pays qui sont en compétition. Donc, moi, j'ai conseillé plutôt de postuler pour des bourses un peu sur des sujets de niche, entre guillemets, comme l'environnement ou voilà, autre. Merci beaucoup, Robert. Il y a mes collègues qui ont publié dans le chat des liens, par exemple, sur comment accéder à, désolé, comment accéder à la bourse de Journalism Fund. Et puis, sur GIGN, il y a, je pense, un lien aussi qui a été publié dans le chat où vous verrez, en fait, voilà, un répertoire de potentiels grants auxquels vous pouvez postuler pour financer vos enquêtes. Alors, j'ai une question pour Inès. Comment est-ce que vous approchez les sources institutionnelles susceptibles de vous apporter des informations, mais voilà, qu'on aborde comme ça de façon aveugle? Comment j'aborde les sources institutionnelles? Institutionnelles, oui, Ouais. c'est ça. Ouais. Ben, de façon très officielle, mais je harcèle beaucoup, quoi, parce que c'est difficile d'avoir des réponses. Donc, j'envoie un email et je mets toujours en option l'accusé de réception pour avoir une preuve que l'email a bien été reçu et lu, et un accusé de lecture aussi. Et puis, j'essaie en plus par téléphone d'avoir les personnes. Chaque coup de fil que je passe, je l'enregistre parce que c'est autorisé en France d'enregistrer les échanges avec l'administration, voire de les diffuser en radio. Et puis, si personne ne veut m'apporter de réponse, au moins j'ai la preuve que j'ai tenté de les joindre et qu'elles ont bien lu mes demandes. Merci beaucoup. Inès, j'avais personnellement une autre question. C'est au sujet, par exemple, des archives régionales dont vous avez parlé. Pour ceux qui ne sont pas en France, en fait, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce que c'est ces archives régionales et comment est-ce que vous avez accès à ces archives en France? Ça peut inspirer d'autres personnes également. Alors en fait, c'est des archives qui sont au niveau départemental. Donc c'est plus OK. petit que celle de la région. Et, en fait, toute personne peut y avoir accès, tout citoyen, toute citoyenne. Il suffit d'appeler ou de se rendre sur place. Et c'est gratuit. On vous fait une accréditation pour pouvoir y revenir autant que vous voulez. Et là-bas, il y a du personnel très compétent à l'accueil. Et quand vous lui dites ce dont vous avez besoin, il vous accompagne vraiment, il vous indique vraiment dans quel dossier des archives
vous pourriez trouver votre bonheur. Et par exemple, moi, alors, bien sûr, c'est dans le cadre où c'est dans le cas où on veut donner une perspective historique à son enquête. Parce que les archives, on peut aller jusqu'aux années 80, 90. Moi, j'ai pas trop cherché dans les années 2000, mais je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'archives aussi récentes que ça. Mais en tout cas, par exemple, ce qu'il y avait de passionnant, moi j'ai étudié un sujet historique sur l'agriculture dans les années 60-70. Et ben, c'est que dans les archives, on peut avoir accès aux documents de la préfecture et au cabinet du préfet. Il y a les archives spéciales du cabinet du préfet. Et par exemple, il y a toutes les notes des renseignements généraux qui suivaient à l'époque des activistes qui tentaient de lutter contre des grands plans d'État de destruction des arbres et des haies en Bretagne. Ils étaient suivis, fichés, ils ne le savaient même pas. Et comme ça, j'ai pu avoir accès aux notes DRG depuis les années 50 jusqu'aux années 80, quoi. Très intéressant. Et puis l'autre question aussi que j'avais pour vous, c'est sur la pratique, c'est que faire lire vos enquêtes à certaines de vos sources avant de les publier. Quelle a été la réaction des médias, en fait, sur lesquels ces enquêtes sont censées être diffusées plus tard? Est-ce que voilà, c'était facile de leur faire accepter cette pratique, par exemple? Alors moi, quand j'ai voulu le dire aux médias, ils m'ont engueulé en fait. Ils m'ont dit mais ça se fait pas du tout, c'est absolument interdit dans nos pratiques, ça peut nous mettre énormément en difficulté parce que ça peut retarder une diffusion, tu refais plus jamais ça. Donc moi, j'ai continué et je l'ai plus jamais dit à mes médias. Et du coup, ce qui était compliqué, c'est que des fois, mes montages d'émissions, je pouvais pas les sortir de la machine parce que c'est le monteur lui-même, le monteur son, qui avait accès au logiciel pour faire sortir le son. Donc j'étais obligée de retranscrire sur papier le montage que j'avais fait de l'interview. Et j'envoyais une retranscription au témoin. Et je lui disais, c'est très urgent, tu dois me répondre d'ici demain, tu as 24 heures, parce qu'après, on va boucler l'émission. Et aussi, ce que je fais avec les témoins, pour que ça soit bien clair, je leur dis, je veux que tu relises, si tu veux bien, pour que je sois sûre de ne pas avoir dit d'imprécision, pour que notre accord il soit respecté. Et j'écouterai toutes tes doléances, mais je me réserve le droit de ne pas appliquer ce que tu me dis. Voilà, c'est juste, je veux être sûre qu'on s'est bien compris, qu'il n'y a pas d'erreur. Éventuellement, j'écouterai ce que tu dis ou pas. Je me réserve le droit. Enfin voilà, pour être sûre de ne pas me retrouver, d'être obligée à changer quelque chose contre mon gré, quoi. Ok, merci beaucoup. Il y avait une question, moi je pense que je vais la poser à vous tous. C'est comment gagner la confiance des sources, en fait, sur ces questions sensibles. C'est que Nicolas a déjà essayé de Euh, répondre dans le chat, mais bon, pour tout le monde. Euh, oui, ce que je disais dans le chat, moi, c'est que, alors, en ce qui me concerne, en tout cas, ça dépend, enfin, et en même temps, c'est un peu général. Le meilleur moyen de nouer la confiance avec les personnes que j'ai pu rencontrer, en l'occurrence, c'était pour beaucoup des agriculteurs et des agricultrices, ça a été de connaître leur monde, en fait, quoi. Il se trouve que moi, j'en viens parce que je suis fils de paysan breton, donc ça aide. Mais je veux dire, c'est pas un passage obligé d'être fils ou fille de paysan. Donc, mais le fait de connaître ce monde qui est assez particulier, comme tous les mondes finalement, je veux dire, plombier, boulanger, fabricant d'eau en bouteille, c'est des mondes en soi. Et c'est un univers technique, c'est un univers de référence, référentiel, c'est un univers symbolique, ça a une histoire, ça a une géographie. Euh, et le fait de savoir parler du sol, de la nature du sol à tel endroit de la Bretagne, tu as un sol argileux, tu as un sol plutôt limoneux, tu es sur le granit, tu es sur le schiste, le fait de parler des machines, des marques de tracteurs, voilà, ben, c'est un John Deere, c'est un Fendt, il fait tant de chevaux, le fait de savoir parler des animaux, etc. Enfin, en fait, parce que l'interview, elle commence pas comme ça, enfin, vous savez ce que c'est. D'abord, on fait du blabla, enfin, on discute, quoi, et on parle de tout et rien, de la vie qui passe, et puis de ce qui se passe aujourd'hui sur la ferme, en l'occurrence. Et en l'occurrence, les agriculteurs, mais comme n'importe quelle corporation, je pense qu'ils sentent, en fait, au bout de 3 minutes, si tu sais de quoi tu parles ou pas, quoi. Et je pense que ça aide vraiment à nouer la confiance avec une corporation dont on dit qu'elle est taiseuse, ce qui est vrai et pas vrai, parce que je pense qu'ils et elles sont surtout échaudés
par les imprécisions qu'ils peuvent voir, entendre, lire dans certains médias. C'est vrai que parfois on regarde, moi je vois des reportages ils sont très sensibles à ça et je pense que euh, une fois qu'ils une fois qu'ils ou elles sentent que tu connais le sujet, finalement, moi j'ai eu affaire à des gens qui étaient plutôt euh, qui avaient plutôt envie de discuter, quoi, et qui étaient plutôt ouverts et bavards même parfois. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Inès ou Robert souhaiterait ajouter quelque chose. Comment gagner la confiance des sources. Moi, je veux bien, mais est-ce que Robert... Ou Robert, j'y vais, puis tu vas peut-être après? Parfait, ouais. En écoutant Nicolas, je me disais que bah oui, c'était très juste. Et moi, c'est passé par le fait que j'habite, du coup, c'est des amis qui avaient une maison de vacances en Centre-Bretagne qui m'ont prêté pour que je puisse venir enquêter en immersion sur place. J'habitais chez eux quand ils n'étaient pas là. Et j'ai jamais réussi à installer Internet là-bas. Et du coup, j'ai commencé à un peu nouer des relations de confiance avec les gens en allant travailler au café du village. Les gens étaient très gênés que je sois là. Ils s'arrêtaient de parler quand j'arrivais avec mon ordinateur. Enfin, je ressentais beaucoup, beaucoup de gêne, mais au fur et à mesure du temps, celle qui tenait le bistrot, elle m'a vraiment pris sous son aile. Elle m'a présenté les gens. J'ai trouvé une intermédiaire, quoi. Et puis après, en fait, comme je voyais que c'était vraiment quand même difficile au début d'arriver à mener le premier entretien avec un agriculteur ou une agricultrice industrielle, intensif, que j'avais du mal, qu'ils étaient trop méfiants, parce qu'ils travaillent vraiment sous la pression des coopératives, ben, j'ai vraiment posé mon micro, mon crayon, et comme le dit Nicolas, je suis allée plus à la rencontre de leur monde, mais très concrètement, c'est passé par le fait que du coup, je leur ai proposé de bosser chez eux dans leur ferme, quoi, de faire des petits boulots, de curer le fumier, de déplacer les vaches avec eux, de refaire de la clôture. C'est passé par des choses comme ça. Et là, ça a vraiment débloqué les choses. Merci beaucoup. C'est intéressant. J'ai reçu pas mal de propositions comme ça. J'ai toujours refusé. J'aurais peut-être dû le faire, mais c'est vrai. En fait, ce qu'on a en commun tous les trois, c'est vraiment un vrai intérêt, pas seulement au sujet, mais aux personnes et aussi du temps. C'est ce qu'on peut leur donner, c'est du temps, c'est de l'écoute, vraiment de venir plusieurs fois, si on peut pas s'installer sur place, et de ne pas publier tout de suite, de se dire, voilà, et de faire comprendre aussi qu'on veut bien mener l'enquête et on veut bien passer du temps et on veut aussi protéger les sources. Et des fois, on passe à côté d'une une bonne histoire. Il y a des sujets que j'ai vu passer dans le monde ou ailleurs. J'avais les preuves, j'avais les éléments, mais avec mon collègue, on a décidé de ne pas faire ce sujet parce qu'on ne pensait pas pouvoir le faire en protégeant nos sources. Et voilà, donc je pense les gens, ils comprennent vite si on s'intéresse à eux, si on veut bien le protéger, si on appelle quand il y a des soucis. Il y a des Nestlé, parce qu'il y avait la question aussi sur les réactions des entreprises. Nestlé a porté plainte pour infraction de domicile. Il y a des personnes qui étaient convoquées. En fait, on était en contact pendant tout au long de l'enquête pour voir voilà comment ça va, qu'est-ce que ça fait avec vous. L'enquête était classée sans suite, mais les gens étaient contents de juste qu'on est resté en contact, qu'on a échangé et qu'ils ont bien compris que nous, voilà, on fait pas notre boulot et après on part. On s'intéresse aussi aux personnes et à leur vie et on veut pas leur créer des soucis. Donc, c'est vraiment ça ce qui est important. Merci beaucoup. Il y a une Voilà. question. Ouais. Désolé. Ah, ok. Merci beaucoup. Il y avait une question, une autre question sur le budget. Il y a quelqu'un qui voulait savoir comment est-ce qu'on peut réussir à mener une grande enquête. Je comprends par là une enquête au long cours, mais avec un budget limité, en fait. Est-ce que vous avez des astuces sur comment gérer
des budgets limités, mais lorsque vous avez amené une enquête au long cours, je ne sais pas qui souhaiterait répondre à cette question. Moi, je veux Non, bien, mais peut-être que Nicolas, tu as... vas-y. Écoute, OK, donc Inès, ah, OK, moi, Nicolas. pardon, moi j'y vais. C'est un peu du bricolage. Je ne sais pas si on est tous dans le même cas, mais je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, et particulièrement en tant que pigiste. En fait, donc moi j'ai pas de recette miracle. Ça a été en ce qui me concerne du bricolage, quoi, où j'avais des piges un- qui, a- qui avaient été vendues avant mon enquête, cas de chômage aussi, que je touchais certains mois, et, euh, et puis quelques droits d'auteur ici et là, mais clairement, j'ai pu mener cette enquête pendant 2 ans parce que j'avais un petit peu d'argent de côté, et que donc j'ai puisé en fait dans mes économies, quoi. Et là, on atteint les limites un peu de l'exercice parce que pour faire des vraies enquêtes journalistiques au long cours, dans un monde idéal, en fait, il faudrait avoir du temps et de l'argent et pas avoir cette épée de Damoclès qui est hyper difficile à vivre au quotidien, de l'argent. Euh, Moi, l'une des solutions, ça a été de varier, de multiplier les supports. Donc, de faire cette enquête à la fois pour Le Monde qui paye assez mal, hein, qui paye mal en fait, ces pigistes correspondants, enfin pigistes et correspondants sur des sujets d'enquête. Il n'y a pas de tarif au feuillet adapté spécifique pour l'enquête. Malgré tout, Le Monde m'a payé mes frais, ça c'est un très bon point. Mais donc voilà, ma stratégie, ça a été de faire cette enquête à la fois pour Le Monde et pour un livre. Donc la maison d'édition m'a versé un avaloir qui n'était pas astronomique, hein, c'était 10 000 € en 2 fois. Euh, donc une partie des sous à la publication. Mais malgré ça, en fait, j'ai dû bien, en fait, voilà, pendant 2 ans. Donc c'est du bricolage véritablement. Et c'est pas confortable. Merci. Il y avait, je pense, Inès qui voulait ajouter quelque chose aussi. Oui, moi j'ajouterais juste que bah, moi j'ai pu bénéficier du soutien de mes parents. Par exemple, ils m'ont prêté une voiture parce que je suis partie de Paris pour aller vivre à la campagne. Du soutien d'amis qui m'ont laissé occuper donc leur maison de campagne, comme je vous disais. Je suis partie aussi sur mon terrain d'enquête parce que j'avais 1 an de chômage devant moi. Donc, je me disais, si je trouve personne pour me prendre mes enquêtes, bah, au moins je peux quand même vivre pendant 1 an, puis je vais bien voir. Et en fait, ah oui, c'est ça, juste ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des médias aujourd'hui qui se créent. Il y a Mediapart, mais il y a maintenant Disclose en France et Splend, le petit frère de Disclose à l'échelle bretonne, qui vraiment pense la rémunération des pigistes au long cours pour des grandes enquêtes. Donc, il ne faut pas hésiter à proposer à ces médias-là parce qu'ils sont vraiment faits pour ce cas de figure. Ils ont aussi des juristes spécialisés, etc. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Robert souhaitera ajouter quelque chose à ça, la question de budget. Non, effectivement, non, faut multiplier le support, multiplier aussi le type d'activité, intervention, peut-être aussi dans des écoles, dans des universités, s'il y en a voilà, des sujets intéressants. Euh, et, euh, je trouve ça bien, oui, de parler aussi de ces galères parce que euh, ça reste la galère pour nous tous. Je pense qu'il faut en parler aussi après quand on se met ensemble en collectif qui aide aussi à, voilà, à s'épauler, à se soutenir, à se filer des sujets. C'est vraiment important d'en parler aussi. Voilà, faut aussi penser voilà, à sa santé mentale, à ces questions-là, parce que c'est usant, voilà, comme disait Nicolas, des fois c'est usant. Je pense qu'il faut vraiment ne pas faire seul ce type d'enquête parce que ça reste des galères. Et il faut vraiment se mettre avec d'autres personnes, échanger, parce que c'est pas, à la fin, c'est pas uniquement une question d'argent, c'est aussi, bon, c'est des fois usant aussi sur la durée. Donc, je pense être à plusieurs, ça aide déjà sur ce volet-là aussi.
Merci beaucoup. Je vais passer le temps, mais il y a beaucoup de questions encore. J'espère qu'on a encore du temps pour une ou deux questions. Si c'est le Une cas, question, à mon avis. une. Donc, OK. Et donc, je pense il y a une question qui va peut-être intéresser Inès, c'est savoir sur des enquêtes au long cours, dans le contexte d'une diffusion continue des informations, comment faire le choix de quelles informations diffuser et à quelle étape, comment trancher en fait entre ce qui fait partie de l'enquête à diffuser là maintenant et ce qui va appartenir par exemple à un prochain sujet. Ouais, moi, clairement, ce qui m'a aidé à décider, c'est que j'osais pas, enfin, j'avais vraiment peur de diffuser le plus sensible là maintenant parce que je pouvais croiser mes sources, mes témoins le lendemain au supermarché, dans la rue. J'avais vraiment peur de me faire casser la gueule s'ils n'étaient pas contents, de me faire éjecter de mon terrain d'enquête. Donc, j'ai diffusé au début je gardais pour la fin le sujet qui me sentait le plus difficile, qui était les algues vertes et les morts dans les algues vertes. Parce que je voyais bien qu'à quiconque, si je disais le mot algue verte, ça créait tellement de crispation que je me suis dit, oh là là, faut pas dire ce mot-là. Et du coup, ça, je l'ai diffusé à la toute fin, en fait, au moment où j'étais prête à quitter la Bretagne si je devais me faire virer, quoi. Donc j'y suis allée graduellement, en fait, très graduellement. Au début, ça avait presque l'air de rien. Et en fait, non seulement j'ai eu de plus en plus de sources, mais j'ai eu aussi de plus en plus de soutien qui me disaient mais il faut que tu tapes plus fort. Mais attends, mais on dirait Martine en Bretagne, c'est des BD françaises un peu naïves. T'es pas, ça va pas ce que tu fais. Il faut que tu sois plus offensive, que tu dénonces plus. Enfin, du coup, j'ai été encouragée et petit à petit, j'ai senti que je pouvais me permettre. Merci beaucoup. Donc, je repasse la parole à Alison. oui, merci. Bah, ce webinaire touche à sa fin. Merci beaucoup, Inès, Nicolas et Robert d'avoir accepté l'invitation de GIGN. C'était passionnant. Merci à vous toutes et tous pour votre participation et vos questions. Et merci par avance pour vos retours. Si vous pouvez nous faire un retour par mail ou sur les réseaux sociaux, voilà, en quoi ce webinaire vous a été utile. Et voilà, à très vite pour d'autres événements GIGN. Merci beaucoup.